Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 3 du podcast Orateur, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent s'exprimer avec le cœur. Aujourd'hui, on reçoit Kalimat. Bonjour Oui, Kalimat. bonjour. Alors Kalimat, la question toujours d'entrée pour commencer de ce podcast et se mettre dans l'ambiance, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et Mhm. en deuxième lieu, d'où est-ce que vient ta parole? Quel est toi ton rapport avec la parole? Ok. Donc, moi, c'est Kalimat. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et donc, j'écris des chansons. J'accompagne beaucoup de jeunes aussi dans la parole poétique, écriture créative, parole poétique. Et puis, en parallèle de ça, je suis aussi thérapeute. J'accompagne des personnes voilà, dans leurs épreuves, leurs difficultés. Mm. Donc déjà, moi j'ai une première question qui vient. Mm. Quand tu dis parole poétique, quelle distinction tu fais entre une parole qui serait une parole du quotidien Mm. et une parole poétique? Mm. La parole du quotidien, bah, on décrit ce qu'on vit, on parle pour se faire comprendre. Et puis la parole poétique, on parle pour exprimer l'intensité de ce qu'on peut ressentir. Et pour ça, bah, on utilise des images, des sonorités, des mélodies. On s'adresse pas seulement, c'est pas seulement de la communication, c'est aussi de la relation. Et quand tu dis relation Mhm. enfin, relation à qui? À l'autre, à soi? Relation à l'être, ouais, à l'être, à l'autre. Et quand on entend un poème, on sent bien que on peut même, un peu comme avec la musique, dodeliner, être dans le flow de ce que la personne exprime. Et ça, c'est une communication qui est, ben, on voit bien que c'est physiologique. Il y a quelque chose qui vient toucher le corps, en fait, et le cœur, et puis aussi la compréhension, la conscience, etc. Donc ça, ça s'adresse à plusieurs endroits, plusieurs portes d'entrée de l'être humain. Pour moi, après, c'est ma Et perception comment simplement. est-ce que là, ce que tu décris, donc peut-être on Mhm. pourrait définir ça, si je reprends le langage de la communication, des canaux. Tu parlais Ouais. de la porte, il y a la porte, on va dire, de l'esprit et de la conscience, Mhm. il y a la porte du cœur. Mhm. Il y a quoi d'autre comme porte, Mhm. si tu devais en donner, Mhm. quelques-unes? Ouais, le rythme, ce qui engage le mouvement, en fait. Heu, c'est ça, essentiellement, et puis après, il y a, bah, tu as dit le cœur, ouais, c'est ça. On pourrait dire qu'il y en a, je sais pas, on va pas les énumérer ou les compter, mais disons que l'idée, c'est que c'est multidimensionnel avec la poésie, que ça ouvre un espace et un temps, où justement on peut, s'expérimenter soi dans l'écoute, d'une manière, qui est amplifiée, on pourrait dire. Mmh. D'accord, amplifié, donc ça nécessite de mobiliser une acuité. Est-ce Mmh. que, cette acuité-là, enfin, je pense qu'il y a une part d'inné, mais comment est-ce que ça se travaille? Et si je pose la question maintenant plus pour toi, comment est-ce que toi, dans ton vécu, Mmh. tu es arrivé, Mmh. à cette, j'ai envie de dire, j'espère que tu vas me saisir de ce que je dis, dans cette sève, dans cette essence-là de, Mmh. Mmh. ce qu'est la parole et du rythme qui est Mmh. peut-être, la un peu la matrice de la parole, justement? Mmh. Mmh. Donc, d'où est-ce que ça vient dans ton vécu, et après, comment est-ce que tu navigues dans ça professionnellement? Mmh. Ouais, donc du coup, moi, donc là, la question, ça me plonge dans mon histoire, dans mon passé. Je vois que donc moi, je viens d'une famille nombreuse, en fait. J'ai 5 frères, et enfin 4 frères, une sœur, donc on est 6 en tout. Et donc du coup, ça parle, quoi. Donc il y a un bain de parole constant, quotidien. Et puis je me souviens que petit, il y a des mots dont je connaissais pas, et toujours ça m'interpellait, en fait. Parfois même ça me frustrait, en fait, de pas comprendre, de pas savoir. Et parfois il y a d'autres mots qui sonnaient, qui étaient tellement beaux, et de pas comprendre l'esprit. Donc du coup, c'est ça qui m'a attiré, rendu curieux et aussi rendu curieux de la parole. Et aussi, il y avait différentes langues, le français, euh, et le créole. Et donc, c'est pas les mêmes images, c'est pas les mêmes évocations. Ça ouvre des paysages différents. Il y avait deux créoles et plus le français.
Et ensuite aussi, j'ai grandi dans une famille où la parole, il y a des personnes qui ont la parole puissante. Donc il y a des enseignants en fait. Je pense à mon grand-père maternel, c'est un enseignant bahaï. Euh, Rien qu'avec autour de la parole, il disait pour être en contact, il faut du tact. Mais il le disait à sa manière, il disait pour le contact, il faut tac. Et juste très simple comme ça. Enfin, voilà. Sûrement que là, pendant la conversation, il y a plein de choses de lui que je vais exprimer. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Donc, il y a aussi, moi, je considère que, enfin, à travers ma famille, on m'a appris qu'il y avait deux choses sacrées, le cœur humain. Et c'est pour ça que dès petit, on m'a appris chaque soir et encore maintenant, on m'a appris à prier et à demander juste dire fais de moi une étoile brillante, illumine la lampe de mon cœur. Et donc, il y a toujours cette aspiration qui est toujours là. Un peu, l'idée, c'est que ben, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et il se trouve que le champ d'expression pour moi, ça a été un des champs, c'est la parole. Un des chants Mm. alors il y a plein de choses que tu m'évoques qui font peut-être Mm. écho à mon vécu. C'est vrai que quand tu parles de ta famille, je pense que on est tous irrigués plus ou moins d'une tradition orale. Mm. Et la tradition orale, pour moi, c'est deux choses. C'est à la fois le message qu'il porte en soi, Mhm. mais c'est aussi, bah, comme tu disais, la relation qu'on a avec Mm. les personnes qui portent ce message-là. Et directement, je pense que ça nous donne une part de, de, de sublime, on va dire, je vais appeler ça comme ça, Mhm. qu'on essaye de transcender et qu'on essaye de partager, comme tu disais, ce quelque chose intérieur-là. Moi, j'aime bien dire, souvent je dis, parler, c'est traduire son intériorité. Mais Mm. après, il y a plusieurs questions qui s'imposent dans la traduction de sa parole. Mm. Euh, et donc, tu parlais de plusieurs canaux. Toi, tu as parlé de la parole. Euh, Mhm. Pourquoi la parole, c'est quelque chose de singulier pour toi, si ça Mm. l'est? Et Mm. est-ce que tu le différencies d'autres choses, Mm. d'autres formes d'expression? Ouais, ok. Bah, donc, en fait, c'est les expériences, quoi. Je pense que il y a une suite d'expériences et tout ça mis en interaction, ça crée comment dire, une ligne de destinée où les motifs de ma vie, dans ces motifs-là, il y a la parole dedans, quoi. Et je pense à des expériences comme il y a eu des moments où je pense à cette expérience-là où j'ai été en garde à vue. Et pourquoi? Pour moi, ça a un rapport avec la parole. C'était la première fois que je sortais, j'étais dans un nouveau collège, un nouveau groupe de potes. Je devais aller juste chez un pote pour jouer aux jeux vidéo. Et en fait, avec son groupe d'amis, ils avaient prévu, il y avait un grand de la cité qui leur avait dit d'aller acheter des billes de peinture et puis d'envoyer ça avec comment on appelle ça, les lance-pierres là, les pare-brises des voitures dans un parking. Et donc moi, je me suis retrouvé là-dedans avec eux. Et puis, on était dans le parking, on avait été acheter les billes de peinture, les billes de paintball. Ouais. Et, euh, et puis là, je vois qu'ils font ça et ils commencent à tirer sur les pare-brises. Ça éclate, ils rigolent, etc. Puis moi, je sens un truc, je me sens pas à l'aise. En fait, je venais pas de, de ce. C'était pas mon groupe d'amis initial. J'ai tellement déménagé que du coup, j'étais toujours assez nouveau dans les établissements. Et puis je dis, les gars, c'est pas bien ce qu'on fait en fait. Je sens que c'est pas bien. Sauf que il n'y avait pas plus de mots que ça. Et après, ils m'ont dit, ouais, mais toi, vas-y, t'es cap ou pas? Et nouveau groupe, je me suis juste intégré. Mais en fait, je me suis dit là, je suis d'une famille où donc déjà, on me dit mon aspiration, c'est devenir une étoile, être une lumière, diffuser de la lumière. Et là, je me retrouve, et aussi, une autre chose qu'on disait dans la famille, et tout le temps, et encore maintenant, on n'est pas des moutons. Et là, je venais de rentrer dans un courant d'influence
qui, après ça, du coup, il y a eu la police, etc. On a été en garde à vue. Je suis rentré avec ma mère dans la voiture, pas de parole. Et à ce moment-là, il y avait mes grands-parents de l'île Maurice, il y avait mes frères, c'était dans les fêtes de fin d'année, là. Et en fait, un par un, ils sont tous venus me dire on n'est pas des moutons, l'influence des autres, etc., etc. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre ces enseignements et à comprendre aussi qu'en fait, la parole, c'est un pouvoir. Et que là, j'étais vulnérabilisé, parce que du coup, le groupe plus que moi. Et puis, j'ai commencé c'est comme ça que ça. Il y a plein d'autres expériences à peu près similaires, jusqu'à ce que cette faiblesse en termes de confiance devienne une affirmation et que ça se transforme en fait. Et donc, cette première expérience-là, elle vient, nourrir ton vécu. Est-ce que Mhm. tu estimes que déjà il y avait, dans ta culture familiale et Mhm. dans ces événements-là où en fait on met en danger en quelque part ta Mhm. dignité, moi c'est Mhm. le terme que Ouais, ouais, j'emploie, carrément. il y a eu cette volonté pour toi-même déjà de te protéger et Mhm. pour l'autre, plus tard dans tes enseignements, de créer, une sécurité pour qu'ils puissent partager en fait, sans se sentir agressés ou sans avoir une pression un peu Mhm. contradictoire, Mhm. qu'on peut retrouver dans des Mhm. groupes différents. Ouais, c'est ça. Et donc, ça, c'est tout le travail de la sécurité relationnelle. Faire en sorte que, en fait, une parole, ça implique des conditions. Par exemple, là, on a certaines conditions pour pouvoir avoir cette conversation. Et donc, c'est un ensemble il y a tellement de choses qui font qu'il y a un écrin euh, pour notre parole, là, ce soir. Et en fait, ça, dans l'accompagnement des autres, bah, c'est cette dimension-là, en fait, qui est important de penser souvent dans les groupes. Donc là, je rentre plus dans le travail ou dans l'animation d'ateliers. Euh, Quand on fait la lecture un peu psychosociale de ce qui se passe dans un groupe et puis de voir que le niveau de sécurité, souvent je demande le niveau de sécurité du jeune avant qu'il parle. S'il est à 3, bah, il faut faire quelque chose pour la sécurité. Mmh. Et il faut faire en sorte que l'environnement puisse être suffisamment bienveillant et sentir avec sincérité et être soutenant, en fait, être habilitant pour qu'on puisse développer des capacités. Parce que la parole, c'est une capacité, en fait. C'est quelque chose qui se développe progressivement. Il y a besoin de jardinier pour que ça puisse pour qu'il puisse y avoir de la croissance. Et on n'est pas égaux en termes de comment dire d'origine, d'héritage, etc. Par contre, on a tous le potentiel. Mmh. Merci beaucoup. Et donc tu parlais de sécurité dans Mhm. la parole. Est-ce que, pour toi et moi je fais une distinction, mais je ne sais pas si tu vas y adhérer, entre, sécurité, donc c'est-à-dire la possibilité qu'offre un cadre de l'expression Mhm. et les obstacles à la parole, ce qui fait que quand bien même on peut avoir une sécurité, Mhm. parce qu'on a des liens, traumatiques, Mhm. neurologiques, physiologiques, culturels aussi, Mhm. qui font qu'on va pas s'exprimer. Donc, Mhm. est-ce que tu fais la distinction déjà premièrement entre les 2? Mhm. Et voilà. Ouais. Donc, oui, je comprends ton point de vue. Je vais l'exprimer d'une autre manière. Donc, parfois, il y a, en fait, dans la réalité et dans un groupe, quand on travaille à la sécurité, il y a de la sécurité, mais la perception de la personne, elle la voit pas. Parce que du coup, donc tu parlais des obstacles. S'il y a une perception qui est distordue liée à des blessures, à des traumas, etc., euh, le fait de prendre la parole, ça réactive en fait. Il y a de la reviviscence, quoi. Et il y a de la reviviscence, ou alors il y a un critique interne qui est très fort et obstiné et qui vient saper l'épanouissement. Parce que prendre la parole, c'est un épanouissement quand il y a un cadre vraiment sécure, etc. Et, et donc l'idée, c'est donc déjà de repérer ça. Ensuite, c'est comment faire une expérience correctrice. Parce que dans le passé, il y a des expériences traumatiques avec le fait de prendre la parole peut-être, ou le fait de s'exposer, c'est à différents niveaux.
Et, et l'idée, donc, c'est du coup, c'est de pouvoir, le cerveau, ce qu'il aime faire, lui, c'est associer. Quand il y a des expériences douloureuses dans la vie, bah, il se dissocie, il se coupe de ça et ça scinde à l'intérieur. Ça scinde à plusieurs niveaux. Soit on a des parties de nous-mêmes, soit on est dans des états qui sont, où on est hors de nous, où on peut plus, il n'y a plus de maîtrise de ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt les reviviscences. Et l'idée, c'est de pouvoir aider la personne à associer que bah, dans le présent, là, il y a de la sécurité. Mais il faut aider le cerveau à qu'il puisse faire cette association progressivement et faire l'association aussi que ce qui s'est passé avant, dans le passé, là, c'est pas comme c'est dans le passé. Et donc, du coup, qu'il puisse archiver ça dans le passé et comment dire, se greffer au présent. Et ça, c'est un. Donc, soit ça peut se faire quand c'est à un certain degré directement dans les espaces de prise de parole, soit il faut donner, pareil, toujours un cadre, en fait, un temps et un espace approprié où l'expression de la sensibilité, émotionnelle, et puis ça puisse s'exprimer. Et parfois, il faut juste une relation de cœur à cœur. Et donc, c'est pour ça que je parle de sécurité relationnelle. Parce que souvent, c'est des choses, quand il y a des traumas autour de la parole, comme la parole, c'est comment dire, un organisme vivant qui crée du lien entre les gens. Et souvent, il y a des blessures avec ça. Et donc, c'est des traumas plutôt, des traumas complexes, des traumas d'attachement. Et donc, ce qui a été blessé dans la relation, bah, ça se guérit à travers la relation, en fait. Et ouais, moi j'aime bien dire que la parole, elle est profondément intime. Parce qu'on Mm. s'imagine souvent qu'on peut engager une parole, mais sans s'investir soi-même. Mm. Mais par définition, rien que cognitivement, ben, Mm. en fait, on engage notre corps Mm. et notre voix, notre grain de voix, ce qui fait en fait de nous des êtres uniques dans notre parole, quand bien même on, paraît pas, on va dire par exemple peut-être des lieux communs. Toi, tu as fait, donc tu parles du principe d'association, qui est un terme dont on a déjà parlé ensemble. Mm. C'est issu de la neuroscience. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire le lien entre neurosciences et poésie Mm. et effectivement toutes les questions liées au trauma générationnel, à l'expression de soi. Mm. Comment t'en es arrivé là? Je trouve ça, je pose la question parce que moi ça m'intéresse énormément. Mm. Je trouve que c'est du génie premièrement. Et Mm. effectivement, dans l'histoire de certains peuples, de minorités, il y a la question du musellement. Il y a la question effectivement de comment l'expression dans une société donnée, elle a été euh, approchée plutôt d'un point de vue de la violence en fait. C'est ça le truc. Donc comment t'en es arrivé là à, Mm. on va dire, dénouer un peu ce méli-mélo et dire voilà le lien qu'on peut faire entre les deux Mm. et comment est-ce que justement, si on revient sur les obstacles, comment est-ce qu'on peut s'en affranchir de certains schémas et de certaines expressions qui en fait sont un effacement de soi. Mm. Ok, il y a beaucoup. Donc, oui, je sais pas dans quelle mesure j'ai fait le lien et la connexion, mais comme c'est deux choses qui sont mes domaines de passion, d'intérêt et d'apprentissage, toujours d'ailleurs. Euh, j'ai appris à travers les formations, surtout en psychothérapie neurobiologique, que ce que le cerveau il aime faire, c'est associer. Et quand il est en bonne santé, il associe, il crée des ponts. Et moi, initialement, la poésie est là depuis longtemps. La poésie, ça veut dire fabriquer. Et du coup, ben, c'est juste la même chose en fait. Et puis en plus, c'est ce qu'on fait quand on écrit un poème, on associe des choses de notre monde interne avec des éléments du monde extérieur. On utilise les mots, les noms, les images de ce qu'on perçoit pour comprendre et euh, donner à entendre et à voir l'intensité de ce qu'on peut éprouver ou de ce qu'on peut comprendre à l'autre à travers des choses du monde sensible. Donc, du coup, naturellement,
c'est poésie, neurosciences. Souvent, d'ailleurs, quand j'anime, c'est souvent je dis toujours ça. Si le cerveau, il n'a pas deux choses pour pouvoir à associer, c'est ça qui va faire ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est que le cerveau, il a pas de, il lui manque un élément en fait. Il y a une consigne, mais si la consigne à l'intérieur, il n'y a pas la connectique qui permet entre l'implication personnelle, qui permet d'aller plonger à l'intérieur de soi d'être comment dire, et de s'associer avec une thématique, etc. Le cerveau il va pas travailler en fait parce qu'il a pas d'éléments et en plus, enfin voilà. Et puis il peut être aussi en prise avec comme tu parlais d'obstacles, en prise avec des peurs, des insécurités, etc. Donc, faut l'aider, en fait, à, à pouvoir avoir un équilibre. Parce que dans la réalité, normalement, il y a autant de dangers que de sécurité dans le monde. Si on est que dans l'insécurité, dans le danger, on va être dans des réponses instinctuelles. Donc, soit la fuite, soit la lutte, soit la sidération ou alors la soumission. Et l'idée, c'est de renforcer toujours pareil, cette sécurité-là. Quand tu parles très rapidement des quatre, donc la sidération, la Mhm. lutte, je sais plus, il y a quoi d'autre, mais ce que tu viens de citer là, Ouais, ce sont liés au système d'anxiété, c'est ça? C'est le ouais, système ouais, d'accord, ok. ouais. Euh, C'est une autre manière de le dire, mais oui, c'est la stressabilité, en fait. Ok, Ouais. d'accord. Moi, j'ai une question qui m'interpelle, c'est que souvent, dans la parole, on aime bien se mettre en scène. Se mettre en scène étant entendu que, en fait, pour se sentir dans une forme de sécurité, Mhm. on va essayer d'incarner ce qu'on n'est pas. Donc, on va faire, par définition, une dissociation. Mm. Est-ce que toi, tu penses que dans une approche un peu pédagogique, il faudrait commencer par une association légère et continue? Ou est-ce que c'est directement dissociation, association où il y a des degrés? Mm. Est-ce que je dois montrer certaines facettes de ma Mm. personnalité sur lesquelles je suis plus ou moins à l'aise? Ou est-ce que directement il faut que j'ai une approche un peu holistique où je me montre dans ma vulnérabilité, mais aussi dans ce que je considère comme mes qualités, Mm. ou du moins ce qui peut intensifier la relation à l'autre? Ouais, moi, je pense avoir une large palette de possibilités, c'est bien parce que euh, il y a des étapes d'intégration, de croissance pour chaque personne. Et du coup, pour certains, l'expression, ça va être possible avec un nez de clown. D'un coup, on va les voir, ils vont se révéler, et puis ça va leur permettre de connecter avec une part d'eux qui n'est pas accessible dans le quotidien. Parce que dans le quotidien, il y a un contrôle, il y a une posture, il y a tout un conditionnement qui fait qu'il n'y a pas accès à ça, mais juste avec un masque ou une consigne qui ouvre sur une partie de soi, hop, il y a la partie qui va commencer à s'exprimer, à se montrer, etc. Et ça fait un petit bouclier, en fait, même si c'est juste un nez. Et en même temps, moi, comment dire, euh, mon aspiration pour moi-même, parce que du coup, moi, j'ai donné des concerts, enfin, j'ai été très. Quand j'étais au lycée, je disais, puisque c'est tellement compliqué d'être dans le monde, je vais faire venir les gens dans mon monde. Et en fait, ça, c'est une dissociation, en fait. C'est que tellement c'était compliqué de me connecter aux autres que j'étais OK, je vais faire venir les gens à l'intérieur, dans mon univers, donc avec la musique, avec des musiciens, etc. Et donc moi, même à ce moment-là, je disais, c'est le seul endroit où je suis en sécurité, c'est sur scène. Mais en fait, et puis par la suite, avec le travail interne, etc., j'ai juste compris que ça m'a permis d'explorer mon potentiel, mais en même temps, j'ai vu qu'il y a des moments sur scène, je pouvais être grandiloquent, à l'aise, etc. Et puis dans des petits espaces, il n'y a plus personne. Mmh. Et donc cet écart-là, ça montre qu'à l'intérieur, c'est scindé. Et du coup, avec le travail interne, c'était de pouvoir permettre de faire en sorte que les qualités qui se trouvent là, du Mathieu sur scène, etc., de Kalimat, là, puissent aussi vivre si je veux pour contribuer aussi dans d'autres espaces, en fait.
Donc c'est ça, c'est que Mmh. tu te sentais, si je reformule, inhibé dans certains espaces. Ouais, c'est ça. Parce que Mmh. rien n'empêche selon moi la contradiction. Je sais que, une des manières qu'on aime bien de saisir la question de l'identité, c'est avec des étiquettes. Mmh. Je suis introverti, je suis extraverti. Mmh. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça et en fait je me dis juste, ça dépend de l'espace, ça dépend Mmh. effectivement de l'énergie qui Mmh. circule, des personnes qui sont avec Mmh. nous et la question c'est, je pense, comme tu le dis bien, c'est la question de la liberté. Mmh. Est-ce que je me sens libre d'être comme ça? Ça veut pas dire forcément que je vais l'être tout le temps, Mmh. dans toutes les circonstances, mais au moins, Mmh. je me sens libre pour, Mmh. sortir ce que j'ai à sortir, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une autre question qui me vient en tête, c'est par rapport à la poésie. Je veux bien qu'en fait, tu nous expliques un peu, ce que c'est quoi ton vécu et je sais qu'il y avait un slam que tu as fait, par exemple, si on peut en parler, «Homme», il commence comme ça, Ah oui. Mmh. que je trouve très puissant parce que je trouve qu'il évoque beaucoup de choses en peu de mots. Comment est-ce que tu en es arrivé là, au travers de ton aventure poétique? Et si voilà, si tu peux un peu nous voilà, c'est ça, en fait, Mmh. nous raconter, nous conter Mmh. ton histoire poétique, Mmh. OK, je vais essayer. Donc dans mon écriture, déjà le temps d'écriture, heu, c'est une chose en soi. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'avant d'exprimer, la poésie, c'est d'abord la perception, en fait. Avoir une perception poétique, du monde et de soi, pour moi, c'est le prérequis à avoir une expression ensuite. Parce qu'il y a un regard, en fait, qui est porté. Et du coup, moi, ce regard, il est sur moi-même. Donc, j'ai des engagements avec moi, j'ai des engagements avec le monde, avec ma famille, etc. Mais aussi des engagements envers moi-même en termes euh, d'aspiration à être. Je considère on est des êtres humains, on a des qualités et que je considère que la vie sur cette terre, c'est fait pour développer des qualités. Nos qualités, comme la vie quand on est dans le ventre de notre mère, c'est fait pour développer les sens externes, les bras, les pieds, les jambes, etc. Ici, je vois les choses les plus extraordinaires, les plus belles, c'est les vertus en fait. Parce que c'est ça qui reste mémorable quand on se souvient des personnes. Les choses qui brillent, qui éveillent, qui vivifient, ce sont les vertus, les qualités. Et même à travers la parole. Et donc, la poésie, donc déjà, il y a cette aspiration-là dedans, dans ma poésie. Et après, il y a l'autre aspiration, c'est que pour connecter avec ça, avec ces joyaux-là, ces pierres précieuses de la nature humaine, il y a des moments où on n'est pas du tout dans ça. Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas du tout à cet endroit-là? Et donc, du coup, mon engagement, c'est d'aller guérir ça. Et parce que si je considère qu'on on est des miroirs euh, et qui peuvent refléter la lumière, ça implique quand on voit le miroir dans la salle de bain, quand il n'est pas propre, on ne peut pas se voir dedans, quoi. S'il est tout embué ou s'il y a plein de poussière ou plein de dentifrice et d'éclaboussures, etc., ça va déranger, en fait. On ne va pas pouvoir refléter. Et du coup, le miroir de mon cœur, j'ai à cœur justement de le polir et de faire en sorte qu'il puisse refléter ça. Et je pense que c'est une aventure de toute une vie. Donc, dans ma poésie, il y a ça. Et il y a donc les blessures, les traumas et les souffrances qui vont avec. Euh, et ça, comment dire, la poésie, pour moi, c'est comme une échelle. Une échelle à la fois pour monter et aussi pour descendre. Descendre dans les troubles de la matière et aussi monter dans les exaltations spirituelles. Et donc, c'est vraiment quand tu parles de ce texte homme-là, bah, c'est vraiment ça, en fait. Le mouvement créatif, il est lié à cette dynamique personnelle, quoi. Est-ce que, il y a, un grand courant qui est connu dans la poésie qui est les poètes maudits et encore aujourd'hui,
j'estime que beaucoup de poètes pensent qu'il faut forcément être triste pour écrire. Mmh. J'ai 2 questions. La première, c'est que, est-ce que, heu, écrire, partager sa poésie quand on se saisit de sa douleur et de sa souffrance, Mmh. nécessite qu'on se remette dans cet état-là et auquel cas est-ce que c'est de l'association? Voilà, ça c'est la première question pour le moment. Mmh. Bah, après ça dépend si c'est résolutif ou pas. Si on reste, engrainé dedans, c'est pas résolutif. On est, comment dire, resté dans des états morbides ou de détresse ou de tristesse. Moi, dans, comment dire, ça c'est l'héritage familial et spirituel. Je suis pas créé pour ça. Je suis créé pour rayonner. Donc du coup, quand je vois que ça prend du temps, je vais m'en occuper, je vais aller prendre le temps de donner du temps et de l'espace à cette souffrance, à ces blessures, dans des espaces, thérapeutiques, dans des espaces, artistiques ou méditatifs, personnels, ou que je vais pas forcément partager, parce que tant que c'est pas transmuté, que ça j'ai pas tiré la leçon, la sagesse de ces choses-là, je ne vais pas l'exprimer. Ça, mais ça reste que comment dire, c'est que mon point de vue et c'est que mon engagement vis-à-vis de moi-même. Après, je connais enfin, voilà, cette dimension des poètes maudits, etc. Mais moi, ce que je vois, ce qui est tragique, c'est que c'est aussi des personnes très seules. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est seul, qui reste seul avec ses traumas, etc. Si ce que ça peut être vu, ça peut être partagé, je l'échange avec enfin, différentes personnes, des professionnels, des amis, etc. Parce que, encore une fois, pour moi, on est des êtres relationnels. Et, et, et ce qui est magnifique à voir, comme dans la nature, c'est l'interdépendance. En fait, pour s'élever, bah, c'est ensemble qu'on peut le faire, quoi. OK, merci beaucoup. Mm. Et deuxième question, heu, je remarque, alors je le dis à ma manière, mais que en fait dans, ta poésie, il y a la recherche du beau et Mm. de tout à l'heure ce que je disais, c'est un peu le sublime. Mm. Comment est-ce que tu distingues le beau de l'esthétique? Hem, Mm. je pose la question parce que je sais que en tant que poète, j'ai aussi parfois et je le repère très bien en moi, cette recherche d'esthétique Ouais. et bien souvent, en fait, l'esthétique, c'est juste, si je le dis avec un peu de brutalité, hem, déformer mon beau. Mm. Si on prend le miroir, c'est peut-être que parfois le miroir, n'est pas, le reflet du miroir n'est pas peut-être ce que je voudrais y voir Mm. et par conséquent, j'ai tendance à le maquiller. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça, bah, c'est des questions, comment dire, constantes dans l'écriture pour moi, même dans les réflexions, de voir, bah, qu'est-ce que je me cache à moi-même. C'est quoi le sentiment caché derrière ça, et donc ça, c'est la différence entre le beau et l'esthétique. Euh, pour moi, je sais pas. En tout cas, là, ce que je sens, c'est que dans l'esthétique, il y a comme il faut faire quelque chose pour que ce soit beau. Et le beau, en fait, on le sent, ça émerge. C'est des moments où c'est ça qu'il fallait écrire. C'est comme ça que ça s'écrit. Euh, il- ouais. Donc il y a un moment où c'est un déplacement à l'intérieur. Soit on est en train de faire de la poésie, euh, soit on est pris dans un état poétique. Et là, c'est différent. Parce que c'est une organisation neurologique différente dans laquelle d'un coup on est installé. Un peu comme quand, je sais pas, quand on écoute de la musique, parfois on peut rentrer dans des états où on est très ému par un spectacle, etc. Ça met dans des états, en fait, dans un état d'être. Et atteindre cet état d'être, de pouvoir écrire et en même temps pleurer, par exemple, ça c'est des choses. Ou alors d'être réveillé la nuit, et parce que déjà ça écrit avant même qu'on on veuille écrire ou que ça chante, parce que ça aussi ça arrive. Bah, c'est
voilà, c'est comme ça que je distinguerais un peu les deux. Et encore, j'avais jamais pensé à ça, donc là, tu vois, je te dis ça comme ça vient, quoi. Et Mm. j'ai 2 questions. La première, et je les pose aussi parce que moi aussi je me les pose, et c'est vrai que, quand on parle d'écriture, il y a souvent des fois on entend ce mot discipline, une discipline d'écriture, ce qui peut être Mm. peut-être est en décalage avec le rythme intérieur. Mm. Avec, moi je crois que les mouvements internes, supposent de la lenteur. Mhm. Est-ce que, il faut tout écrire? Est-ce qu'il faut vraiment tout documenter, si je dis ça? Toutes les bribes, les inspirations, les sensations? Mm. Ou est-ce que, l'oubli, il a, enfin, quelle est la place de l'oubli dans tout ça? Mm. Donc, ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu me dirais que si j'oublie des choses qui me traversent et qui sont puissantes, je sais qu'elles étaient pas importantes, ou alors il aurait fallu que je les note, que je les référence, que je fasse quelque chose pour, Mm. revenir dessus plus tard Mm. peut-être? Ouais, 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 ça euh, ouais, je sais pas trop quoi te dire à propos de ça. Moi, je connais, j'ai plein de différents, il y a différents modèles, différentes pratiques. Il y en a qui ont la discipline d'écrire chaque jour, etc. Pour moi, donc je peux partager que mon expérience. C'est quand ça émerge et il y a je sens, il y a quelque chose qui vient. Tout de suite, je vais prendre une note en fait. Ça arrive comme ça. Et là, je sais que après c'est une bribe et ça reste là, un fragment. Il y a des fragments pleins dans mon téléphone, dans des carnets à la maison. Et, et puis du coup, j'oublie, c'est noté, mais j'oublie. Il y a plein de choses qui émergent et puis hop, ça passe. Souvent la nuit ou le matin, et puis d'un coup, il y a autre chose à faire et puis c'est trop tard. C'est parti. Donc, il y a, on pourrait dire, moi, j'ai l'intuition qu'il y a une indépendance dans les idées. Et un peu comme les anciens, les philosophes, ils pensaient ça, qu'il y a des choses qui passent. On peut le voir dans d'autres domaines, pas seulement la créativité ou la poésie, au niveau scientifique ou au niveau des projets culturels ou autres. Il y en a un qui a une idée, et puis s'il ne la met pas en œuvre, l'idée va choisir quelqu'un d'autre pour la faire, pour descendre dans la matière, quoi. Donc, ouais. Mm. OK, OK, mais du coup, ça c'est très rassurant pour moi. Ah, ok. Mais c'est vrai que même l'oubli, il y a l'oubli aussi, ce que j'appelle, l'oubli, enfin, l'ou l'heureux oubli, je vais appeler ça comme ça. C'est que quand tu parles de fragments, effectivement, je pense qu'on est beaucoup à, des fois, rechercher ce qu'on a écrit, et on tombe dessus, on se dit: «Ah mais en fait, c'est ça, Mm. et c'était là depuis tout ce temps, en Eh fait, oui. c'était posé», et donc ça fait plaisir, et là, on n'est plus dans une forme de culpabilisation ou de fragilisation de soi, mais plutôt dans comme si on se retrouvait, Mm. mais on se retrouvait par l'idée, donc c'est dans l'effacement de l'ego. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire, mais Mm. effectivement, dans l'idée d'inspiration dont on se saisit ou pas, moi, j'ai du mal à nommer ou à personnifier, une idée avec quelqu'un. Parce que souvent, en fait, c'est des courants, c'est des choses qui viennent, qui nous traversent, qui repartent. Et donc, tout ça, c'est puissant. Est-ce qu'il te reste des choses à dire? Puisqu'après, on va passer à l'instant, carte blanche, Mhm. l'instant soliloquence. Ok, mais juste une chose quand par rapport à ce que tu disais, moi, mon grand-père, il m'a dit un jour, fais ce que tu es. Et, euh, et donc, je vois bien que quand je me lève le matin, soit j'ai envie de lire, d'apprendre quelque chose, soit j'ai envie d'écrire. C'est tout le temps ces deux activités-là qui arrivent en premier. Euh, et donc, et après, la possessivité que je peux mettre dans ça, ça, c'est un travail en soi de m'affranchir de la maladie du moi qui veut s'identifier à et être important ou être quelqu'un avec ce qu'il fait. Et en fait, du coup, revenir à juste n'importe quelle plante fait un ficus fait ficus, un pommier fait pommier, il fait des pommes. Et du coup, ben, je suis dans cette voilà, dynamique-là où
Je suis un organisme vivant, bio-spirituel et je fais juste ce que je suis, quoi. Ok, Ouais. merci beaucoup. Donc, tu as une minute 30 maximum. Waouh! La caméra est 1 pour minute toi. 30. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, ta carte blanche pour l'instant, soliloquence, 1 minute 30. Déjà, je prends du temps à me à te mettre conditionner, à me dans le bain. mettre, à ouais. La tyrannie sera terrassée par la main de l'égalité. Ceci est un vers de Tahereh, une poétesse persane. Avec toute la simplicité de mon ignorance fertile, j'affirme que le corps de la femme est l'environnement premier de l'évolution de la conscience. Ainsi, quand je me pose la question d'où viens-je, je me demande non pas de quel pays ou de quelle région du monde, mais de quel corps je viens. Je viens du corps de ma mère, un corps créole, intrépide, audacieux, puis déraciné, exilé à 16 ans, loin de son île natale pour un mariage arrangé. Je viens d'un corps étranglé, menacé de mort par son conjoint. Je viens d'un corps en fuite, en lutte, en opposition. Je viens d'un corps en danger de mort, et pourtant encore debout, en mouvement malgré tout, qui se racle la gorge souvent et récite des paroles de sagesse. Et je viens d'un corps animé, d'un corps poétique. Je crois qu'aucun homme ne peut prétendre être libre quand sa propre vie de fœtus s'est déroulée dans un corps opprimé, sa vie de garçon dans la violence intrafamiliale, sa vie de jeune homme dans l'aliénation patriarcale. Aucun homme ne peut prétendre être libre à moins d'avoir cru dans un corps de femme déprise, émancipée, cofondatrice de l'ordre humain. Aucun homme ne peut prétendre être libre à moins d'avoir grandi dans un giron familial guéri, dépolarisé, décolonisé, déconfiné. Personne ne peut prétendre être libre en laissant son corps hanté de mémoires traumatiques, sucé par des parasites émotionnels, entaillé de blessures relationnelles profondes. Le miroir ne reflète pleinement la lumière que lorsqu'il est nettoyé. Voilà pourquoi j'affirme que l'émancipation de l'homme n'a pas encore eu lieu. Non, elle n'a pas encore eu lieu. Tant que le corps se prendra pour l'esprit, tant que l'homme restera aliéné dans sa propre chair, tant que les armées des désirs personnels siégeront sur le royaume de la pensée, tant qu'on restera immature par ignorance de nous-mêmes, tant que l'épée de la noblesse d'âme sera coincée dans le fourreau de la montagne de l'égoïsme et de la passion, tant que le perfide prédateur se pavanera dans un costume de noble prétendant et que le monde continuera de célébrer des noces vouées à la dévoration personnelle, conjugale, familiale, communautaire, sociale ou politique, l'émancipation n'aura pas lieu. L'émancipation de l'homme est concomitante de celle de la femme. Si ma femme et ma fille ne réalisent pas leur vraie nature, ne révèlent pas leur valeur, n'accèdent pas à leur haute destinée dans ce monde, alors mon fils et moi ne connaîtrons peut-être jamais ni notre vraie nature, ni notre valeur, ni notre haute destinée. Si la femme est privée de ce qui lui appartient en propre, si elle ne peut apporter sa contribution au monde, aucun homme ne peut prétendre connaître les joyaux de son être ainsi que de son rang véritable. Une seule aile ne permet pas de s'envoler. Mais je vais aller plus loin. L'émancipation des femmes n'est que la face externe de l'émancipation des hommes. La face interne se rapporte à la dépolarisation des vertus humaines. Le conditionnement matérialiste nous a catégorisés jusqu'aujourd'hui de façon biologique, vulvaire et phallique, femelle et mâle, féminin et masculin, en nous scindant ainsi jusqu'à l'âme. Si bien que les hommes ont été dissociés de certaines vertus et les femmes d'autres. En réalité, les vertus humaines ne sont pas genrées. Elles appartiennent également à chacun. Ainsi, j'affirme que l'émancipation de l'âme est le prérequis intérieur à toute émancipation humaine. Autrement dit, il s'agit de se décharger de la toxicité, de l'empreinte traumatique, de ce qui a été inculqué pour explorer les ressources inexploitées, les forces latentes et tendres de notre nature profonde. Il s'agit de se désaliéner de l'agressivité,
la violence, la possessivité, l'orgueil et la domination. Il s'agit de se rééduquer à la source de la parole mère, à la tendresse, à l'humilité, à la relation et au service des intéressés. Il s'agit de se réapproprier nos âmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était l'épisode 3 du podcast Oraker. Salut, à la prochaine.